Ça n'a pas été facile. La sortie de mon livre sur le frérisme, donc janvier 2023, a entraîné un certain nombre de controverses, on va dire, qui étaient plus que des débats, des controverses qui sont d'abord parties de l'université, qui se sont transformées en une espèce de cabale, en fait, contre moi, où il était demandé donc aux étudiants de ne pas lire mon livre. Donc c'était pas un débat et ça n'a jamais été un débat, je le regrette, hein, parce que je ne prétends pas que ce que je dis est vrai. En tout cas, j'ai fait le mieux possible pour que mes analyses soient rigoureuses et audibles aussi, lisibles par un grand public. Malheureusement, le débat n'a pas encore eu lieu. Ce sont plutôt les exclusions. Et je vois que même le CNRS qui continue de m'employer, je suis fonctionnaire du CNRS, essaie petit à petit de me mettre dehors. Ce qui est préoccupant, c'est très rare qu'on puisse sanctionner un chercheur et vouloir menacer en fait son travail, sa possibilité, son existence en fait. Malgré qu'ils ont effectivement essayé beaucoup de choses avant, et notamment me proposer d'aller dans un autre labo, de travailler sur autre chose. Ils ont vraiment tout essayé. Et là, il ne leur reste plus que les alertes et éventuellement les mises à pied. Alors évidemment, cette légion d'honneur leur rend les choses un petit peu plus difficiles pour eux, et donc je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais je prendrai de nombreux avocats et sans nul doute, je n'abandonnerai pas. Donc, les fois précédentes, je vous avais présenté, je ne sais pas si vous étiez là, mais je vais quand même reprendre un certain nombre d'éléments concernant ma définition du frérisme, pour ensuite passer à la question de l'Union européenne, puisque vous m'avez demandé de faire un focus en fait sur les relations entre l'Union européenne et le frérisme ou l'islamisme. D'abord, les frères musulmans, hein, qui sont à l'origine, donc la confrérie des frères musulmans, qui sont à l'origine de l'idéologie que j'appelle frérisme. Donc, je ne confonds pas le frérisme qui est finalement le produit de leur existence depuis près d'un siècle, une existence qui s'est déclinée à travers les âges et à travers l'espace, et qui s'est modernisée, qui s'est adaptée chaque fois au contexte. Donc le frérisme, c'est deux branches, hein, une branche égyptienne d'origine, on pourrait dire que c'est la plus ancienne, celle de Hassan el-Banna, et puis une autre branche qui compte beaucoup, qui est celle de Maududi, qui a été inspirée par Hassan el-Banna et ce qu'on a appelé le mouvement revivaliste, et qui travaille un peu différemment. Et pour moi, le frérisme, c'est la résultante de ces deux branches. Alors, qu'est-ce que concrètement en France, les frères musulmans, c'est un peu ce qu'on voit à la tribune de l'Union des organisations islamiques de France, devenue musulmane de France, donc à un de leurs congrès annuels. Donc vous voyez, le frère musulman est un homme généralement de plus de 50 ans ou 40-50 ans, costard cravate, et qui vivent entre eux, qui se marient un peu entre eux, qui ont des réseaux élargie en Europe, comme l'a démontré assez finement Lorenzo Vidino, un chercheur italo-américain, qui a beaucoup écrit sur cette confrérie, sur la fraternité en Europe. Et vous voyez quelques-uns de ces personnages. Donc, un milieu plutôt masculin, ou en tout cas, pour ceux qui dirigent. Et puis, le milieu féminin, on ne le voit pas, mais il existe. Hein, il est donc composé généralement des femmes, des sœurs, des cousines, de ces messieurs. Donc ça, c'est la première génération, je dirais, des frères musulmans canal historiques, si on peut dire, qui arrivent dans les années 60 pour les plus anciens, 70, 80, et qui vont installer en fait le réseau frériste en France et en Europe, dans plusieurs pays, que ce soit la Suisse, la famille Ramadan, au Royaume-Uni, en Belgique bien sûr, bien un peu plus tardivement, en Suède, où ils sont particulièrement influents. Comment ils ont fait, les frères? Eh bien, ils avaient derrière eux un programme de réislamisation qu'ils avaient pensé depuis les années 60 à partir des intellectuels et militants de l'islam politique qui venaient donc des pays du Moyen-Orient,
et qui s'étant installé sur les campus universitaires, donc c'est principalement donc en Europe ou aux États-Unis, n'ont pas décidé, enfin ont retardé leur retour au pays où ils étaient censés retourner, ils ne voulaient faire que leurs études dans les campus occidentaux. Finalement, ils n'ont pas pu retourner parce que chaque fois, ils étaient poursuivis par les autorités et ils sont restés donc aux États-Unis et en Europe en particulier, en se donnant une nouvelle mission, eh bien de faire venir l'islam à eux s'ils ne pouvaient pas retourner à l'islam. Et donc, ils ont beaucoup travaillé avec leurs textes pour essayer de trouver des justifications pour que leur comportement et leurs idées, leurs plans soient licites. Et c'est ce qu'ils donc vivre en terre de mécréance, c'est le Dar el-Kufr, le Dar el-Harb, c'est-à-dire le territoire de la guerre. C'était pas pensable, donc il fallait transformer finalement ce territoire en territoire de l'islam. Évidemment, il y a une période d'accoutumance, d'habituation, de changement par la dawa, c'est-à-dire la prédication, et ce territoire, ils l'ont appelé la terre de contrat, qui est une forme de dhimitude, mais à l'envers, c'est-à-dire que le dhimmi, c'est vraiment celui qui est minoritaire, à qui donc on impose un contrat. Et là, on est face à une société majoritaire. Et donc, on ne peut pas évidemment faire la même chose. Donc, la société de contrat, c'est celle que j'appelle aujourd'hui, que j'essaie d'aller très vite, la société charia compatible. Donc, pas une société qui est assujettie à la charia, à la loi islamique, mais une société qui peu à peu accepte les idées et les principes et les règles de la charia, qui ne se dit pas, et qui devient juste compatible. C'est-à-dire bon, les questions de blasphème, le multiculturalisme, le relativisme sont des éléments qui vont favoriser justement cette charia compatibilité. Le frérisme, j'ai voulu lui donner une définition. Donc, pour moi, le frérisme est un des islamismes. Islamisme étant l'islam politique, c'est-à-dire un islam qui a vocation à prendre le pouvoir dans les pays musulmans et à instaurer la charia. Donc ça, c'est vraiment la définition classique de l'islamisme. Et pour moi, donc, le frérisme, ça fait partie de la famille des islamismes, mais ça ne s'y réduit pas. Le frérisme, c'est plutôt une version mondialisée de cet islamisme. C'est une version relativement pure, puisque Hassan al-Banna ne considérait pas les États-nations comme étant licites. Donc, il y avait déjà à l'origine du programme de Hassan al-Banna, donc en 1928, quand la confrérie se crée, l'idée que l'islam, de toute façon, devait s'emparer du monde. Et donc, les frontières nationales ne faisaient pas sens. Ça a changé au fur et à mesure, puisqu'il y a des mouvements islamistes qui sont nés dans chaque pays et qui avaient donc volonté de prendre le pouvoir, donc qui pensaient leur existence dans un cadre d'État-nation. Le frérisme, il arrive plutôt donc dans des pays occidentaux et dans un contexte de globalisation intense, de libéralisation de l'économie, où on évite les frontières, on casse les frontières aussi, avec l'OMC, l'ONU, etc. Donc on casse cette idée de nation où on les réunit, mais ou l'Union européenne, tout ça, ce sont des grandes aires multinationales. Donc, le frérisme, il se déploie en fait dans ce contexte particulier et va chercher donc dans ses propres sources beaucoup de quoi se justifier. Le frérisme, c'est l'axe du plan. Ce n'est pas un courant théologique. Je me suis servi de la sociologie, c'est un système d'action. Un système d'action, il y a deux choses, il y a système et action. Le système, c'est le caractère systémique de la loi islamique telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir un certain nombre de pratiques. Si vous entrez dans une pratique, elle va vous amener à une autre, puis à une autre, puis à une autre, jusqu'à ce que vous soyez complètement intégré dans le système islam, que vous ayez complètement intégré tout ce qu'il demande. Par exemple, le voile, ça renvoie à la division sexuelle du travail, à la division sexuelle de l'espace, etc., etc. Donc, vous devez manger halal, etc. Donc, tout fait système. Vous ne pouvez pas adopter
un élément sans adopter tous ceux qui s'y réfèrent. Alors, évidemment, ça prend du temps, mais c'est ça l'objectif individuel et collectif. Donc, ce système d'action, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à conduire l'ensemble des factions et des sectes et des groupes musulmans, alors, des réformistes jusqu'aux soufis, en passant par différents salafistes, etc. Toutes ces composantes, elles doivent faire elles doivent faire Oumma. Et l'objectif, c'est de rassembler cette Oumma pour qu'elle instaure, pour qu'elle impose un califat. Et ce califat, en termes modernes, j'aime bien traduire ces termes-là parce que sinon on n'y comprend rien. Donc je ne m'amuse pas à à jouer des arabisants, ce qui est vraiment malheureusement un défaut dans le monde académique, c'est jouer les arabisants. Vous sortez des tas de termes que personne ne comprend et finalement vous n'arrivez plus à saisir l'ensemble. Donc il faut toujours traduire. Le califat, c'est la société islamique mondiale, tout simplement. La société islamique mondiale est mondialisée. C'est, si vous voulez, ce qui préfigure assez bien ça, c'est le marché halal international, où vous vous habillez en halal, vous mangez halal, vous faites tout ce que vous pouvez, mais en version halal. Dans la modernité, hein, on ne revient pas à la tradition. Pas, vous avez vu, les frères sont en costard-cravate, ils n'ont pas le couteau entre les dents et la djellaba. Donc, ce système d'action veut conduire tous ces courants, ces écoles de l'islam, des plus littéralistes aux plus libérales, pour mettre en marche un mouvement islamique mondial. Cette idée de mouvement islamique, elle est dans la littérature de Youssef el-Qaradawi, j'y reviendrai. Et donc, pourquoi cette volonté historiquement, 1928, la création de la confrérie des frères musulmans, c'est 4 ans après la chute du califat turc. Et ça, on est passé complètement à côté de cet événement dans l'histoire, en tout cas telle qu'on se la raconte en Europe, alors que c'est un événement majeur dans le monde musulman qui n'a jamais oublié cette perte du califat. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, c'est une préfiguration d'un califat. C'est ce grand espace économique, politique, culturel, etc., qu'ils veulent créer. Il y a toujours derrière le califat. Alors, je l'ai dit, il est originaire des campus des pays non musulmans, et l'idée, c'est effectivement de faire passer donc ce territoire de mécréance vers un territoire d'islam en passant par le territoire du contrat, la société charia compatible. Alors, la confrérie des frères musulmans, 1928, l'abolition du califat, je passe là-dessus. Le frérisme se caractérise par un triptyque que j'ai appelé vision, identité, plan. VIP, hein, c'est évidemment un jeu de mots. La confrérie, c'est l'aristocratie des mouvements de l'islam politique, c'est son origine, c'est son inspiration. Donc, une vision, une identité, un plan. Donc, le frérisme inculque aux enfants une certaine vision de l'histoire qui commence avec le prophète et qui finira avec le califat mondial. Il inculque aussi l'idée aux enfants, aux gens, mais le travail sur les enfants est très important, l'idée qu'ils ont une identité musulmane première. Elle est première sur toutes les autres identités. Vous êtes musulman avant d'être français, vous êtes musulman avant d'être italien, musulman avant d'être breton, etc. Et ça, c'est important parce que ça doit guider l'ensemble de la vie. Et enfin, la troisième dimension, c'est celle qui me pose le plus de problèmes auprès de mes collègues, parce que c'est de la plupart de mes collègues, parce qu'ils estiment qu'elle est complotiste. Or, cette dimension du plan, elle est absolument essentielle pour comprendre la dimension religieuse. En fait, la raison pour laquelle mes collègues n'aiment pas que je parle du plan, c'est parce qu'eux pensent que l'islamisme est un islam politique. Moi, je pense que c'est un islam politico-religieux, que c'est une théocratie. Et que si on enlève cette dimension du plan de Dieu, eh bien, on n'y comprend rien. Ou en tout cas, on passe à côté de quelque chose, et on passe à côté notamment du niveau qui permet la solidarité de tous ces mouvements islamistes.
Mes collègues souvent me disent oui, mais la charia, en fait, c'est pas tout à fait la charia. Oui, mais tel islamiste, c'est pas tout à fait ceux de Syrie, c'est pas ceux d'Égypte, c'est pas ceux de Jordanie. Donc, ils passent leur temps à dire que les choses ne sont pas parce qu'à l'intérieur, il y a de la pluralité. Alors, du coup, on n'y comprend rien. Quand il y a des mouvements, comme on a vu après le 7 octobre, où dans tous les pays du monde, il y a des manifestations pour applaudir le Hamas, ces gens-là étaient absolument incapables de l'expliquer, alors que ma théorie l'explique. Donc ce niveau de solidarité des mouvements islamistes n'était pas pris en compte, et avec ce plan, le plan de Dieu, eh bien, qui se réfère bien sûr au Coran et à la Sunna, je peux l'expliquer. Donc le frérisme, c'est une guidance qui doit ordonner le licite et pourchasser l'illicite, c'est dans le Coran, chez soi, ça c'est dans le Coran aussi, et chez les autres, ça c'est pas tout à fait dans le Coran, ça c'est l'ajout finalement de la dimension politique, bien sûr, de l'islamisme. Donc, chez soi et chez les autres, c'est-à-dire je me contrôle et je te contrôle. Je dois te mettre dans la voie de Dieu, fils sabilillah. C'est un mouvement, c'est important de caractériser ça. Le frérisme se pense comme un mouvement, il ne se pense pas comme un état, avec un petit e, qui est axé sur la mission. Donc, nous sommes l'appel du Coran, c'est la dawa, hein, c'est ce que dit Hassan el-Banna. Le temps importe peu, c'est très important de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'un frériste ou d'un frérisé, si vous voulez. On ne n'est pas un frériste, vous l'avez compris, mais de quelqu'un qui a été frérisé, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est bien l'idée que de toute façon le chemin est tracé, et donc le temps importe peu, il faut suivre le Coran, la Sunna à la lettre, en tout cas comme les chefs religieux l'indiquent. L'ordre social n'est pas à penser puisque tout est dans le Coran et dans la Sunna. Ce sont des littéralistes. Alors dire que ce sont des littéralistes, il faut être très très conséquent quand on dit ça. Ça veut dire qu'ils croient à la vérité du texte. Ils ne le remettent pas en question. Ils en cherchent une vérité et une seule. Dieu voit tout, tout le temps, partout. Il a écrit, c'est le Coran. Et puis c'est historiquement fermé, et donc il faut aller chercher dans ce texte. Donc le frériste a un rapport au texte qui est particulier aussi. Donc si l'ordre social n'est pas à penser, il faut simplement le découvrir. Il y a un peu de soufisme dans le frérisme, puisque il faut découvrir aussi par la spiritualité, par un certain nombre de rites, etc. Donc ça, eh bien, on se concentre sur l'action. Force phénoménale du frérisme, c'est de ne pas douter, d'être sûr que Dieu a dit la vérité et qu'il faut simplement la découvrir. Donc là, je passe parce que je voulais vraiment vous faire un petit rappel mémoire sur ce que j'avais expliqué l'année dernière. Donc, on ne choisit pas d'entrer dans la confrérie, hein, c'est elle qui vous choisit, elle vous forme, et au bout d'un moment, si vous êtes prêt, vous rentrez. Et ça veut dire que toutes les années que vous allez passer au contact de la confrérie pour qu'elle vous endoctrine et vous fasse aller là où elle veut aller, vous ne savez pas que vous êtes en contact avec des frères musulmans. Et ça, c'est important parce que je dirais que la plupart, en fait, ne parviennent pas à passer tous les examens. Et donc, tous ceux qui ne parviennent pas à passer les examens sortent de l'endoctrinement de la confrérie sans jamais savoir qu'ils ont reçu leur enseignement. Et du coup, si vous parlez avec eux, ils vous diront, moi, les frères musulmans, je ne les connais pas, ça n'existe pas. Moi, pendant des années, je travaillé 30 ans sur le sujet. Même des collègues disaient, les frères musulmans, il n'y en a pas en France. Voilà, simplement parce qu'ils n'avaient pas compris comment ils fonctionnaient, ils n'avaient pas compris la vertu du secret dans une société de transparence. Voilà, donc on ne choisit pas de rentrer dans la confrérie, mais une fois qu'on y est corps et âme, je dirais, et porte-monnaie inclus, on y laisse sa vie, les siens, tout le monde est porté en fait vers cette mission qui est une mission prestigieuse. Hein. Les frères musulmans sont un peu redoutés, ils sont à la fois difficiles à saisir et à la fois admirés. Le vrai frère musulman, celui qui est capable d'aller dans la voie de Dieu, c'est vraiment, même auprès des musulmans, même pas pratiquants, c'est quand même quelque chose. L'islamisation frériste, c'est pas seulement la salafisation des territoires, les territoires perdus de la République, etc. C'est pas seulement ça.
C'est un système intelligent, c'est-à-dire qu'il fait des économies aussi. Vous allez bien sûr dans les quartiers islamisés ou comme d'autres évangélisent, c'est pas très efficace. Donc il faut monter en niveau, être plus toucher des populations plus larges. Par conséquent, ils vont donc travailler par secteur et identifier des influenceurs dans chacun des secteurs pour les travailler et pour qu'ils deviennent en fait leur porte-parole non explicite. Donc il y a plusieurs façons en fait de pénétrer un milieu. L'entrisme, c'est soit vous mettez un frère musulman assermenté dans le milieu et qui fait bouger l'ensemble, soit vous trouvez quelqu'un qui paraît pouvoir peut-être un jour rentrer dans la confrérie ou pas, mais en tout cas en diffuser la bonne parole, et puis vous le travaillez dans son milieu pour qu'il puisse diffuser. Donc, il y a, je le sais, dans chaque milieu, que ce soit au ministère de la Justice, que ce soit dans les écoles, dans les salles de sport, etc., des individus qui sont placés pour on pourrait dire intoxiquer le milieu, ou en tout cas rendre le milieu charia compatible avec ce qu'ils sont. Et ils ont des instruments pour ça, c'est le multiculturalisme, c'est cette folie de la transparence, où tout doit être transparent, il faut toujours dire la vérité, etc. Ces gens sont complètement à l'aise, puisqu'ils peuvent mentir, hein, c'est parfaitement licite, dans un milieu de transparence. L'antiracisme, tous ces trucs-là, on va voir ça de toute façon avec l'Union européenne, comment par l'antiracisme, ils ont réussi à pénétrer beaucoup de milieux. Donc, oups, j'ai pas mes lunettes. Entrisme, infiltration, noyautage, etc. Placement des membres de la confrérie dans un milieu à transformer, endoctrinement et activation d'une cible déjà en place, etc. Là aussi, mes collègues, ont parlé d'endoctrinement alors qu'il s'agit juste d'une socialisation religieuse. C'est formidable. Là aussi, c'est un travail frériste d'avoir transformé un endoctrinement, parce que vous voyez dans les livres pour enfants, c'est vraiment on vous explique que Dieu vous voit partout, tout le temps, qu'il faut faire à chaque action de votre vie, vous devez faire ceci, cela, et les mécréants ne peuvent pas, etc. Donc vraiment quelque chose d'assez puissant. Et pour mes collègues, ce n'est que de la socialisation religieuse. Sauf que ça aboutit chez certains individus à vouloir toujours être plus halal que halal, parce que tout ça n'est pas vraiment régulé, et à désespérer certains qui sont tout à fait susceptibles d'aller en Syrie ou se faire exploser parce qu'ils se sentent toujours inférieurs à ce qu'il leur est demandé. C'est tellement exigeant. Voilà, j'essaie d'aller un petit peu. Les pères du frérisme, je vous les ai expliqués, donc Maouloudi, Kardawi. Au milieu, vous avez Saïd Ramadan, qui a fait le lien en fait entre ces deux écoles. Saïd Ramadan, qui est le père de Tariq Ramadan, qui est beaucoup plus connu que son frère Hani Ramadan, qui a aussi son influence, mais Tariq Ramadan, évidemment, une immense influence en Europe. Donc vous voyez que c'est très très court, la chaîne de transmission, si je puis dire, est très très courte. Maoudoudi, l'ingénieur du système islam, ça vaut quand même un petit peu le coup que je m'y arrête. Pour lui, la loi islamique contient des directives nécessaires et suffisantes pour répondre aux besoins de la société humaine à tous les âges et dans tous les pays, dans toutes les sphères possibles. Ces directives forment système, elles sont solidaires entre elles. C'est ça la partie systémique. Pour Kardawi, et là je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur ce personnage, Kardawi, c'est vraiment l'auteur c'est celui c'est l'homme de l'action, il y a le système et l'action, c'est l'homme de l'action qui va donner donc un cap et des priorités au mouvement islamique que Hassan el-Banna appelait de ses voeux. Et moi, il y a un document qui m'a beaucoup intéressé signé par Kardawi, parce qu'il est sorti au début des années 90, donc il a été écrit avant, dans les années 80, et dans lequel il invite, en fait, il donne son programme, il invite ce mouvement islamique à emprunter 3 grandes directions pour les 30 ans à venir. 30 ans, si vous prenez 90-30, ça nous amène aujourd'hui.
Et effectivement, ce qu'il préconise, ça se produit. La formation d'une avant-garde islamique, la prise en main des écoles islamiques, des instituts de formation, cette formation d'une élite, elle existe. Il y a effectivement aujourd'hui une élite frériste. La formation d'une opinion publique, ça c'était très important pour lui, que l'on aura débarrassé des effets de campagne de dénigrement de l'islam, c'est ce fameux programme contre l'islamophobie qui n'a pas été inventé par les mollahs, mais plutôt par les frères musulmans et par Kardawi, qui, je le précise, n'était pas frère musulman parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la confrérie, mais qui en a été le principal penseur. Ça, je l'explique par le fait que si vous êtes trop sous la lumière, vous ne pouvez pas être frère. Donc, il faut que le cœur du réacteur soit complètement, s'il veut continuer à exister, il faut qu'il soit complètement opaque. Et après, vous avez les fréristes qui sont autour de ce cœur du réacteur, qui, eux, peuvent prendre la lumière, s'exprimer dans l'espace public. Et la préparation d'un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'Oumma, c'est le marché halal. Alors là, il n'y a pas mieux pour effectivement habituer aux pratiques chariatiques du voile. C'est le marché halal, la nourriture, mais bien sûr le séparatisme qui l'accompagne. C'est-à-dire que tous les objets de consommation peuvent avoir leur version halal, comme l'eau halal, comme les médicaments halal, bref, tout est halalisable. Et bien sûr, la mode modeste, ce qu'on appelle la modest fashion, la mode pudique, c'est le hijab running, tout ça fait partie en fait de ce marketing islamique qui habitue finalement des populations entières et par plusieurs millions de musulmans sur la terre à adopter en fait les codes de l'islamisme. Je ne confonds pas islam et islamisme. Les domaines d'islamisation, il en parle, Kardawi, donc dès les années 80. Il dit on va travailler par domaine. L'éducation, le politique, le social, l'économie, le djihad, la communication, les sciences et l'éthique, et tout ça, c'est réalisé. Et un moyen de réaliser cela, ça va être justement l'Union européenne. Alors, l'Union européenne va servir à financer un certain nombre de ces activités qui vont permettre l'émergence de cette élite cultivée. Kardawi nous dit c'est le premier groupe vers lequel il faut orienter son influence, sa propagande, afin de rectifier la conception de l'islam, la conception négative de l'islam. C'est-à-dire que le musulman entrepreneur que vous voyez sur la gauche, il existe pourquoi et au nom de quoi? Au nom du fait qu'il est discriminé, qu'il est victime d'islamophobie. C'est-à-dire que tout ce qui émerge en tant que spécialité de l'islam, c'est parce que il ne peut pas, l'entrepreneur ne peut pas s'épanouir dans un milieu mécréant en fait. Il lui faut un milieu qui lui corresponde, et pour cela, pour convaincre, en fait, la meilleure façon de convaincre de ça, ce n'est pas de dire non, moi j'ai mes besoins, c'est de dire de toute façon, quand je travaille avec vous, vous me discriminez, donc à la fin je ne suis plus moi-même, je n'existe plus, donc il me faut un espace à moi. Voilà comment ils ont fait. Donc c'est vrai, alors donc la rééducation des masses, le fait aussi de demander leur contribution aux banquiers et commerçants, non pas pour ouvrir des mosquées, mais pour ouvrir des centres d'affaires. Les mosquées qui sont ouvertes aujourd'hui ne sont pas des lieux de prière, ce sont des lieux d'activité qui concernent tous les aspects de la vie. Alors vous allez me dire, mais les synagogues, il y en a aussi, des temples, ils font des activités, etc. Mais là, c'est d'abord beaucoup plus massif comme action, et ça n'est pas, c'est tourné vers la communauté. C'est vraiment quelque chose qui est tourné vers la communauté, avec un rayonnement dans le quartier qui correspond à la dawa, c'est-à-dire le prosélytisme musulman. L'idée que la mission, c'est quand même de convaincre les autres. Pas juste de vivre entre soi, mais c'est de pénétrer un quartier et de l'islamiser. Cette islamisation est très importante. Donc les femmes, elles ont bien sûr le rôle de productrices de musulmans,
faut qu'elles fassent des enfants, donc il ne faut pas trop qu'elles sortent, elles appartiennent à la famille, mais il faut quand même les éduquer. Et donc, il faut qu'elles puissent aller, pour certaines, bien sûr pas toutes, les plus éduquées, donc enfin, ceux qui ont jugé plus intelligentes, qu'elles puissent aller donc à l'université. D'où la résurgence du voile, et un voile strict, pour qu'elles puissent sortir. Et les enfants, bien sûr, il y a toute une littérature très importante. D'ailleurs, je suis étonnée d'ailleurs que cette littérature existe toujours dans les librairies islamiques, parce qu'elle prend des dimensions. Maintenant, c'est pour certaines librairies islamiques, vous avez la moitié en fait qui est consacrée aux enfants, des jeux, tout un tas de. Et quand vous l'avez, c'est une littérature salafie, littéraliste et extrêmement exigeante et extrêmement incompatible avec les valeurs de la société qui l'entoure. Vous voyez donc sur la droite, et là je vais éteindre mes diapos parce que je vais lire un document. Sur la droite, vous avez donc le FEMISO, qui est une organisation que moi j'attribue à la deuxième génération frériste, qui est dominée, en tout cas du point de vue de l'image, par les femmes, par les jeunes femmes, les jeunes étudiantes. Et cette organisation, c'est en fait la fédération des organisations étudiantes islamiques de chaque pays européen. Et la FEMISO, avec ses t-shirts et ses femmes voilées, mais sympas, a été très influente. On le voit aussi dans la photo de gauche, Islam Awareness Week. Ils ont réussi, la FEMISO, à rentrer dans le Parlement européen, à y diffuser leurs activités. Je vais donc, je ne sais pas si je peux l'enlever comme ça sans. Oui. Voilà. Donc là, alors, pour comprendre cette deuxième génération, il faut comprendre la première. Donc la première génération, vous les avez vus, c'est les frères que je vous ai montrés tout à l'heure, en costume cravate. Quand ils sont arrivés en Europe, ils se sont très tôt organisés pour devenir des interlocuteurs des institutions européennes. Il faut voir que l'Union européenne, elle devient vraiment Union européenne au sens quasiment politique, plus seulement économique, avec l'entrée des Britanniques, donc dans les années 70. Je n'ai plus la date exacte d'ailleurs. 73, bref. Et donc, ils ont proposé, les frères, leurs compétences dans 3 domaines. D'abord, comme représentants du culte musulman. Ils ont dit, nous, on est organisés, on a ouvert des centres un peu partout, on représente l'islam européen. Comme interlocuteurs pour aider à la lutte contre les discriminations, c'est quelque chose qu'ils ont immédiatement mis en avant. On le voit, par exemple, ou comme intermédiaire entre les pouvoirs publics et les jeunes. Souvenez-vous de 2005, quand il y a eu les émeutes, les frères musulmans ont dit « Ne vous inquiétez pas, nous on va aller sur le terrain, on va vous calmer tout ça ». Et ça c'est effectivement produit. Ils ont eu quand même une certaine influence. Donc ils se sont appuyés sur des réseaux qui existaient en France, en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni dès les années 80. Et c'est à partir de la première guerre du Golfe, donc en 91, et on peut dire jusqu'aux années 2015, ils vont tisser un peu leur toile. Ils sont considérés comme des chefs religieux en puissance par la Commission européenne. Et pourquoi? Par l'Union européenne, pas seulement la Commission, mais aussi le Parlement. Parce que dans les années 90-2000, ce sont les années en fait de l'intégration européenne. Donc l'Union européenne va s'agrandir d'un certain nombre de pays, donc notamment des pays du Nord, de la Suède, de la Finlande. Il va y avoir aussi des pays de l'Est, Pologne, etc. C'est vraiment un moment très important de l'intégration européenne, ces années jusqu'aux années 2010. Et l'Union européenne donc veut faciliter en fait l'intégration de ces nouveaux entrants et va proposer ce qu'elle appelle un débat sur les valeurs communes de l'Union européenne, qui doit donner donc le traité de Lisbonne. Et donc à partir de 2008, à partir du moment où on réfléchit donc à la signature du traité de Lisbonne, on va voir une augmentation du discours sur les valeurs.
Donc si par exemple je cite l'article 2 du traité de Lisbonne, ces valeurs sont communes aux États membres, donc il institue l'idée qu'il y a des valeurs communes aux États membres, dans une société où règne le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout, donc là ça donne un peu des directions. Pour pouvoir parler avec l'UE, il va falloir voilà, adhérer à un certain nombre de valeurs, donc elles sont précisées, c'est pas les valeurs en général. Donc il y a des valeurs de l'UE. Avant, il n'y avait pas des valeurs de l'UE. Et elle invite à ce titre-là la religion, au singulier, ça veut dire en réalité toutes les religions, à contribuer donc à cette intégration. Donc l'article 17 du traité de Lisbonne institutionnalise un dialogue avec les religions et reconnaît les cultes comme des partenaires privilégiés. Je le cite. Une poignée de personnalités présentées comme représentantes de l'islam deviennent des partenaires à double titre. D'abord pour montrer que l'UE est bien attachée aux valeurs de liberté d'opinion, d'expression et aux droits des minorités. Donc elle a un intérêt direct à avoir des interlocuteurs musulmans pour dire mais regardez, nous on intègre tout le monde. Ensuite, l'idée aussi d'avoir des interlocuteurs musulmans, c'est de lutter contre la radicalisation. Donc il y a eu les attaques du 11 septembre, mais il y a aussi Madrid 2004 qui est aussi très important. Donc c'est par là que les frères vont commencer à coopérer avec les institutions de l'Union européenne et à se présenter comme les modérés de l'islam. Évidemment, l'Union européenne qui cherche donc des interlocuteurs religieux, puisqu'elle a institué ce programme-là, elle n'a pas de critères de sélection. Et donc, elle prend ceux qui se présentent. Et ce sont les frères qui se présentent et nul autre, puisque le champ religieux dans chaque pays, c'est très compliqué. Les gens, j'ai oublié de dire, mais il n'y a pas de clergé en islam. Donc, qui est le chef voilà. Et les frères, eux, sont organisés, donc ils se présentent sous des formes... je sais pas moi, je crois que je l'ai marqué quelque part, le comité des imams européens, etc. Ce sont voilà, l'Assemblée européenne des imams et guides spirituels musulmans. Il y a d'autres appellations qui sont des appellations ad hoc en fait, pour présenter en fait des candidatures à l'Union européenne. Alors pourquoi les frères font ça? Parce qu'ils ont appris à parler le langage de l'ONU. Le langage de l'ONU, c'est le dialogue entre les civilisations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à partir de 2004, 2005 même, non mais 2004 c'est les attentats de Madrid, et en 2005, Kofi Annan, donc secrétaire général de l'ONU, annonce la création d'une alliance des civilisations. Donc une action concertée au niveau mondial pour lutter contre les préjugés et les divisions entre les cultures et les religions. Donc c'est une initiative qui est prise par le président, par José Luis Zapatero, vous vous souvenez, donc qui dirige l'Espagne, et c'est après donc les attentats de la gare d'Atocha à Madrid, et aussi par la Turquie. Donc c'est une initiative qui en fait reprend les termes d'une proposition lancée par qui? Mohamed Khatami, le président iranien, qui en 1999 voulait un dialogue entre les civilisations. Donc vous voyez, l'Iran en fait est derrière, et c'est repris par l'Espagne, la Turquie. On a l'air de découvrir que l'ONU est assez bizarre avec l'islamisme et donc avec Israël. En réalité, tout ça est assez cohérent. Donc l'islam en fait entre pas seulement comme partenaire religieux, mais comme un partenaire pour la lutte contre les discriminations et comme un partenaire de civilisation. On se met à parler le langage des civilisations. Donc c'est pas à Huntington qu'on doit cette idée de civilisation. C'est en fait à l'ONU et quand on regarde à l'Iran. Et à partir de ça, l'islam devient une civilisation qui doit être traitée comme telle. Et donc les musulmans d'Europe, et notamment les frères, se présentent comme des civilisateurs, c'est-à-dire qu'ils ont aussi, ils le disent assez explicitement à l'époque, ils ont une mission de civilisation de l'Europe. Et ça passe crème parce que on est dans cette espèce de vocabulaire des civilisations.
L'immigration aussi devient un symbole de cette alliance des civilisations. L'immigration, c'est bien, il faut qu'il y ait un brassage de population. Et ce qui devient mal, c'est évidemment l'islamophobie, puisque l'islamophobie devient un élément central, un obstacle central à l'alliance des civilisations. C'est intéressant, j'ai retrouvé ces extraits dans Le Monde diplomatique de Kofi Annan, donc en 2007, donc ONU. L'Europe traversait l'âge des ténèbres, la péninsule ibérique a bâti son essor sur l'interaction entre les traditions musulmanes, chrétiennes et juives. On sait aujourd'hui que c'est le mythe d'Al-Andalus, il est carrément un mythe. Les minorités chrétiennes et juives ont été constamment, durant cette période, victimes de discrimination. Vous pouvez lire un certain nombre d'ouvrages là-dessus. Il y a Séraphin Fanjoul, un islamologue espagnol, qui explique ça très bien. Donc, il y a pour le discours onusien qui va être repris, pourquoi je vous dis ça, parce qu'il va être repris par l'Union européenne, des civilisations, mais il n'y a pas de choc, il n'y a pas, ce sont des civilisations. Et Kofi Annan dit aussi, à l'heure où les migrations internationales amènent un nombre sans précédent de personnes, de religions et de cultures différentes à vivre côte à côte, les a priori et les stéréotypes qui sous-tendent l'idée de choc des civilisations sont de plus en plus répandus. Donc on va accuser Huntington, d'une certaine manière, d'avoir parlé de choc des civilisations, alors que le discours officiel était de dire que l'alliance des civilisations devait forcément advenir. Et donc l'ONU d'accuser finalement des groupes impatients de fomenter une nouvelle guerre de religion et d'accuser donc l'égoïsme européen. Et l'Union européenne va en fait, les pays européens vont être la cible en fait des attaques de l'ONU, qui expliquent sans arrêt qu'ils ne sont pas assez généreux, ils devraient vouloir cette alliance. Alors moi je trouve que c'est des paroles qui ont beaucoup vieilli. On le voit avec le recul combien c'était une idéologie. Donc les frères de la première génération vont, et là je peux peut-être remettre je vous montre un peu ce que ça donne. Ah, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Oui. Ah ben voilà. Donc les frères vont créer plusieurs institutions, donc la Fédération islamique des organisations européennes, à partir d'ailleurs de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Ils vont créer l'Institut européen des sciences humaines, qui est le bras, disons, de formation théologique des frères. Ils vont créer donc une banque islamique, Europe Trust. Ils vont créer aussi des bras comme l'Islamic Relief, qui est une organisation frériste, le secours islamique. Ils vont créer le Forum européen des femmes musulmanes, qui est composé surtout des épouses, belles-sœurs de ces messieurs. Et ils vont créer donc le FEMISO, qui est cette fédération des étudiants musulmans. Voilà, pour vous montrer. Alors, en haut, vous voyez l'organigramme de la FOIE. Donc, vous voyez qu'ils travaillent selon le plan de Kardawi. Donc, il y a le domaine de l'éducation, le domaine des médias, le domaine de la finance, le domaine de la dawa, l'Eastern Europe. Donc, ils ont vocation aussi à s'étendre dans l'Europe de l'Est, le domaine des femmes, etc. Donc, ça, c'est vraiment... oui, c'est vrai que... Ouais. Ah, c'était pour... voilà. Voilà. Et ça, cette organisation-là, ça ressemble très fort à l'organisation de la confrérie en Égypte, par exemple. Mais la confrérie égyptienne reste la matrice historique, mais les différentes, il y a une certaine autonomie des différents maillons de la chaîne frériste, parce qu'il y a une adaptabilité au contexte. C'est pas la même chose de gérer les frères musulmans dans un pays musulman ou dans un pays à minorité musulmane.
Donc ça, c'est le premier modèle de la première génération, donc un modèle très confrérique. Et puis 2015 arrive, et là, les choses se corsent un peu parce que on voit que Islamic Relief ou European Trust a des liens avec des groupes terroristes qui organisent le djihad, qui font passer un certain nombre de millions d'euros pour la guerre en Syrie. Donc les choses se compliquent. Même je dirais que la première alerte, c'est après 2001. Les États-Unis vont, après l'effondrement des Twin Towers, vraiment faire des enquêtes très très sérieuses sur les milieux fréristes et rendre très très difficile l'expansion du frérisme. Donc c'est la deuxième génération qui arrive et elle va prendre en charge ce travail au niveau de l'Union européenne, et notamment le FEMISO. Alors le FEMISO, comme je vous l'ai dit, c'est la Fédération des étudiants islamiques en Europe, venus de plusieurs pays, et qui a toujours lié évidemment ses liens avec les frères musulmans. Pourtant, il suffit de lire un peu ce qu'ils disent, ils en partagent l'idéologie, le vocabulaire, et notamment l'idée que les musulmans demeurent en Occident en terre de contrat. Donc ça, on le retrouve dans la littérature de la FEMISO, et ça, c'est vraiment signé Zoro, hein, c'est signé les frères musulmans, la terre de contrat. Par exemple, j'avais étudié, vous le verrez dans le livre, un document pédagogique intitulé Citoyenneté, parce qu'évidemment, ils empruntent toujours des noms relativement banalisés pour faire passer leurs idées. Voilà, un guide d'utilisation pour les jeunes musulmans européens. Les frères ont toujours été ceux qui prônaient l'islam français. On dit souvent l'islam français, ça va nous éviter des problèmes, ce sont les ingérences étrangères. C'est absolument faux. L'islam français, c'est une idée des frères musulmans. Tout simplement parce que, en fait, ils n'ont pas une conception de la laïcité qui naturellement sépare le religieux du non religieux. Donc pour eux, il faut tout franciser, il faut tout amalgamer en fait. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on lit alors dans la brochure, on lit que se passerait-il en cas de conflit entre une loi nationale et la loi islamique. Donc on explique aux jeunes musulmans ce qu'ils doivent faire. Tout d'abord, il convient de souligner que de tels cas ne se produisent pas aussi souvent qu'on pourrait le penser. Personne n'obligerait un musulman à faire individuellement quelque chose qui va à l'encontre de sa foi, par exemple boire de l'alcool ou manger du porc. Donc, voilà. Donc déjà, la terre européenne est intéressante. Dans le domaine personnel et privé, les gens sont généralement laissés libres de mener leur propre vie. La nature même des droits de l'homme dans la tradition européenne est conçue pour protéger l'individu contre l'État, et historiquement, donc déjà les frères ont une hostilité fondamentale à l'État, et historiquement, même des cas comme le conflit concernant le foulard et son utilisation dans les écoles ont dans l'ensemble tourné en faveur des musulmans. Sauf dans cette France, cet irréductible pays de Gaulois qu'est la France. Cela dit, les musulmans européens doivent reconnaître qu'ils vivent dans des sociétés non musulmanes. Déjà, vous êtes musulman, vous devez comprendre que vous êtes entouré de mécréants, hein, c'est la traduction. Et étant donné qu'en tant qu'individus libres, ils ont conclu un contrat social avec l'État, en fait, on vous impute qu'en étant musulman, vous avez un contrat avec l'État, vous n'êtes pas un citoyen, vous avez un contrat avec l'État. Ils doivent respecter ce contrat et obéir aux lois du pays. Ça, c'est important parce que les frères musulmans ne sont pas un mouvement violent. C'est un mouvement légaliste, c'est-à-dire qu'on respecte les lois du pays, simplement on les change. Bien sûr, dans les cas très graves, il rajoute, il y a aussi place pour l'objection, lorsque des personnes de quelque confession ou croyance que ce soit estiment que leurs valeurs sont menacées. Donc, en réalité, donc vous devez obéir, sauf si vous estimez que c'est très grave. Là, vous pouvez effectivement, si vos valeurs sont menacées. Alors, donc ça, c'est un truc qu'on trouve dans la brochure du FEMISO reçu donc par Madame van der Leyen et tout le gratin du Parlement européen et de la Commission. Il est également important de noter que les lois peuvent être fondamentalement différentes d'un pays européen à l'autre et que certaines sont plus plurielles et plus adaptées à la diversité que d'autres.
autrement, et ça, c'est l'idée de relativiser. C'est-à-dire, vous êtes dans un pays, ça marche pas bien, mais d'autres, si vous pensez au plan, vous comprenez tout ce qu'ils disent. Si vous ne tenez pas en compte qu'ils ont dans leur façon de voir les choses le plan, alors on a l'impression que voilà, ils savent pas trop, ils sont hésitants et tout. Mais avec le plan, tout prend sens. C'est simplement, si ça marche dans un endroit A, vous pourrez le faire changer en B. Alors, en acceptant de vivre ici, nous avons passé un contrat social pour vivre dans le pays du système juridique local, tout en pratiquant et en perfectionnant notre foi. Nous devons nous rendre compte que ces accords sont ratifiés par deux pays, à savoir l'État et l'individu. Donc, l'individu musulman est placé à la hauteur de l'État. L'alliance des civilisations, c'est pas autre chose. Donc, tout est relativisé. Et par définition, un contrat, c'est un accord temporaire. Il n'a pas vocation à se pérenniser. C'est juste un contrat. Et ce document, d'ailleurs, il ne précise pas d'ailleurs si ou quand on aura décidé de le rompre. Mais la rupture est toujours possible. Malgré tout ça, malgré ce qu'on peut lire dans la FEMISO, des subventions de l'Union européenne s'élevaient à plusieurs centaines de milliers d'euros. On lui doit cette fameuse campagne que vous allez tous reconnaître. Et moi. Hein, voilà, comme ce serait ennuyeux si tout le monde avait le même look, célébrer la diversité et le respect dans le DGAB. On a fait attention finalement qu'au mot, hein, vous vous souvenez quand François-Xavier Bellamy l'avait dénoncé, il avait dit ça c'est une publicité pour le GIAM, mais enfin on se rend pas compte que là on a pas seulement la publicité pour le GIAM, mais une publicité pour la conversion, puisque cette femme est sans et avec, donc le passage de l'un à l'autre. La liberté est dans le GIAM, c'est formidable. Ça, j'explique un peu dans mon livre la genèse en fait de cette campagne qui ne vient pas du haut, mais vient du système européen qui est toujours porté par l'idée qu'il faut que tout vienne d'en bas et qui donne des moyens à des groupes. Dès lors que des groupes disent voilà, nous luttons contre la discrimination, off, ils reçoivent 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros pour faire une campagne. Et c'est ce qui s'est passé avec cette campagne. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, les frères sont rentrés dans un système de subvention dans le cadre de la haine en ligne, de la lutte contre la haine en ligne ou sur et ils ont fait passer leurs idées, ils ont reçu donc un accompagnement technique, médiatique et puis de l'argent pour diffuser ça. Et le truc est sorti sans contrôle. Et on s'est retrouvé avec ces grandes affiches partout. Évidemment, ça a fait scandale. Finalement, ça a été retoqué. Mais ça n'a pas empêché. Après, vous voyez, Helena Dalli, hein, la ministre la commissaire à l'intégration de la DG égalité, de continuer à poser avec les étudiants de la FEMISO. Ça n'empêche pas donc la FEMISO d'apparaître régulièrement dans les. Il y a un autre réseau qui est très important, c'est l'ENAR. Alors l'ENAR, c'est un réseau antiraciste qui agit plutôt au niveau de la commission. On va dire que FEMISO agit plutôt au niveau du Parlement et l'ENAR agit plutôt au niveau de la commission. Évidemment, si vous demandez à la FEMISO si son proche frère, ils vont vous mettre en procès. Si son frérie, c'est ça, ils vont vous mettre en procès, ils ont pas mal d'argent. Si vous faites, vous pouvez aussi poser la question à l'ENAR, qui vous mettra aussi en procès, donc c'est assez délicat. L'ENAR, c'est quoi? C'est un réseau d'organisations antiracistes, et vous voyez qu'il y a quand même du monde. Alors, les collectifs contre l'islamophobie en Europe, il y a Jewish Contribution to an Inclusive Europe. Vous avez quelques mouvements juifs qui sont là-dedans,
C'est un peu comme l'UFJP, vous voyez, l'Union des Juifs pour la paix, qui manifeste avec le Hamas dans les rues. C'est-à-dire c'est des gens, c'est un peu comme Queer for Palestine. Ils se demandent. Donc vous avez le Forum européen de la femme musulmane, ou l'institution frériste. Tiens, je vois que la féminisation n'y est pas, mais c'est sans doute parce que il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais en tout cas, les FOM, par exemple, est une structure explicitement frériste. Et puis après, vous avez, par exemple, en France, Alliance citoyenne, vous vous souvenez, à Grenoble, qui s'est fait remarquer par ses campagnes pour le burkini. Coexister aussi. C'est une association assez étrange, qui est tenue d'ailleurs par un juif, qui donc prétend organiser la coexistence entre les trois religions. Mais on la retrouve au sein d'un réseau qui, pour moi, défend les intérêts fréristes. Et le CRAN, donc toutes les décoloniaux, etc. Voilà, vous voyez, donc dans chaque pays, ils ont fédéré un certain nombre. Alors, qu'a fait l'ENAR? Eh bien, lettre de soutien au CCIF, quand il a été interdit par Darmanin. Donc, 72 organisations et personnels universitaires qui se mobilisent contre Darmanin pour que le CCIF, donc, interdit suite à l'assassinat de Samuel Paty, auquel il avait contribué indirectement. Aussi les attaques contre le député Bellamy, soit en 60 organisations, toujours portées par l'ENAR, à partir du moment où Bellamy donc a mis en cause le député Bellamy, qui je parle, il a mis en cause donc cette campagne d'affichage. 81 de ces organisations ont aussi donc manifesté contre le racisme structurel. Nous demandons instamment aux organisateurs du prochain sommet de l'UE sur la lutte contre le racisme de veiller à ce que les questions de racisme structurel et institutionnel encadrent les discussions. Alors, le racisme structurel, ça existait aux États-Unis. Vous étiez noir, vous n'aviez pas droit à ceci-là, mais en Europe, ça n'a jamais existé. Mais une des stratégies fréristes pour justement imposer en fait cette idée d'islamophobie, puisque selon eux, l'islam est une race, en fait. Être musulman, c'est être racisé. C'est toute une histoire qui vient de l'université, des liens entre les islamistes et les décoloniaux. Donc cette idée de racisme structurel est très intéressante parce que ça permettrait d'imposer des lois qui soient favorables aux musulmans. Donc des lois, en fait, charia compatibles. C'est tout à fait génial. Et puis en 2020, les violences policières, donc là c'est 152 organisations, donc l'ENAR suit aussi, bien que ce n'est pas vraiment son domaine, les violences policières, parce que c'est un réseau antiraciste. Donc, œuvrant pour une Europe égalitaire et inclusive, nous souhaitons vous faire part de nos vives inquiétudes vis-à-vis des brutalités policières. C'était donc au moment des Black Lives Matter. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais donner quelques éléments. Il y a aussi la coordinatrice à la lutte contre la haine anti-musulman, qui est un poste frériste pour moi aussi, mais directement institutionnalisé au cœur de la commission, qui est une production de Elena Dali, que vous avez vu sur la photo, et qui sont un peu les gardiens, en fait. Dès qu'il se passe quelque chose dans la commission qui pourrait mettre en danger ou la stratégie frériste, c'est cet élément-là qui va alerter, en fait, en disant il y a un peu d'islamophobie là. Et donc c'est assez bien pensé. Il y a plein d'autres choses que j'aurais à dire, mais ce serait trop long. Je vous remercie en tout cas.